à tous de nous rejoindre pour donc, cette webconférence sur l'intelligence artificielle, menaces ou opportunités. Donc rapidement le plan de la présentation de la webconférence. Donc je vais vous présenter rapidement France Stratégie quand même pour vous situer un peu qui nous sommes et dans quel cadre se placent nos travaux. Ensuite contextualiser un peu l'intelligence artificielle et tout ce qui se fait autour. Puis on abordera donc l'essentiel de nos problématiques économiques, sociales, avec opportunités et menaces. Sachant que donc, comme vous pouvez le voir, on a 2 temps d'échange prévus, questions-réponses. N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant toute la présentation sur le chat et sur Twitter, donc avec le hashtag FranceIAFS, c'est en bas de la slide. J'essaye de changer de slide. Voilà. Donc France Stratégie. France Stratégie, c'est un think tank public. Nous travaillons sur les politiques publiques de manière assez large, avec un horizon de 5 à 10 ans. On travaille sur des domaines très différents, donc économie, travail, emploi, politique sociale, éducation, santé, et développement durable et numérique. Donc moi je fais partie de l'équipe numérique, je suis donc chef de projet sur les sujets numériques et nous travaillons souvent sur beaucoup de domaines dont l'intelligence artificielle. Donc nos travaux en intelligence artificielle se sont déroulés dans le cadre de la stratégie nationale en intelligence artificielle qui a été lancée donc par Axel Lemaire et Thierry Mandon en janvier. Donc Axel Lemaire qui était secrétaire d'État au numérique et Thierry Mandon qui est secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc ils ont lancé les travaux en janvier pour 2 mois. Donc une dizaine de groupes ont travaillé en parallèle pour à la fin constituer le rapport national, la stratégie en intelligence artificielle. Donc comme vous pouvez le voir, ces travaux se sont répartis autour de différents thèmes pour un peu traiter tous les sujets relatifs au développement de l'intelligence artificielle, autant du point de vue de la recherche et des compétences nécessaires, que après du transfert de cette recherche vers les entreprises, ou encore de préparer un cadre, des sujets un peu plus sociaux, comment intégrer donc l'intelligence artificielle. Et donc notre travail à nous, en stratégie, avec le Conseil national du numérique, nous avons travaillé sur le groupe anticiper les impacts économiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Et nous avons piloté ensemble ce groupe pendant 2 mois, avec un certain nombre d'auditions pour arriver à produire des propositions. Alors, dans quel cadre on prépare ces travaux? C'est dans un contexte international où finalement il y a pas mal d'ébullition sur le sujet de l'intelligence artificielle. Une ébullition assez récente, ça date d'il y a 3-4 ans. Donc on voit du côté de la recherche et des entreprises que se développent beaucoup de produits et d'outils autour de l'intelligence artificielle, mais également un intérêt sur des sujets plus éthiques, sur lesquels on n'attend pas forcément, les entreprises. Mais par exemple, donc les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, également Microsoft et IBM, ont créé un partenariat donc pour l'intelligence artificielle au bénéfice des citoyens et de la société. Donc voilà, pour commencer à réfléchir sur des questions qui vont au-delà de simplement l'application business de l'intelligence artificielle. On a également 2000 chercheurs en intelligence artificielle qui ont signé ce qui a été appelé les 23 principes d'Asilomar, qui se penchent également sur des sujets éthiques du développement de l'intelligence artificielle. Donc parmi ces chercheurs, il y a des chercheurs en intelligence artificielle comme Yann Lequin ou Demis Hassabis, mais on a aussi des entrepreneurs comme Elon Musk ou encore des personnalités scientifiques comme Stephen Hawking qui s'intéressent
au développement de cette technologie et à son cadre. Comment on encadre ce développement-là. Donc il y a une vraie ébullition sur ce cadre, y compris côté donc privé, et les autorités publiques sont également saisies du sujet en produisant un certain nombre de rapports. Donc on a depuis 2016, on a à peu près déjà une dizaine de rapports qui ont été publiés par des autorités publiques, donc que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni ou en Asie, au Japon, en Chine. Et en France, donc, on a deux rapports principaux qui ont été publiés. Donc la stratégie nationale en intelligence artificielle sur laquelle nous avons travaillé, et donc, dont je vais parler, et également un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, donc l'OPE-CST, donc qui est l'Office parlementaire, donc qui rassemble Assemblée nationale et Sénat, qui a produit un rapport donc, pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée. Donc c'est un rapport assez complet et exhaustif que je vous invite à consulter en plus du rapport sur la stratégie nationale en intelligence artificielle. Ça vous permettra d'avoir un panorama assez complet de l'état de l'art et des enjeux sur le sujet. Donc maintenant, on va passer un peu au vif du sujet. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour ensuite arriver aux enjeux qu'elle soulève. Donc rapidement, un petit tour historique sur le développement de l'intelligence artificielle. Donc finalement, les premières bases un peu théoriques de ce que peut être une machine intelligente sont apparues dès les années 40. Et en 1950, donc, Turing a proposé chercher à répondre à la question est-ce qu'une machine peut penser, peut être intelligente. Et donc pour cela, il a proposé un test qui consiste à dialoguer avec une entité. On ne sait pas si c'est une machine ou un humain. Et justement, pendant 4-5 minutes, on discute avec cette entité et on doit, si on pense que c'est un humain, alors que si c'est une machine, et bien la machine a réussi à passer le test et donc à se faire passer pour un humain. Voilà, donc c'est un test qui a été créé dans les années 50, 1950 exactement. Et aujourd'hui, on voit que les machines commencent à vraiment performer sur ce test-là. Donc il y a une vraie progression qui a eu lieu en 50-60 ans. C'est comme vous voyez sur ce graphique, cette illustration, c'est une progression qui a eu des hauts et des bas. Donc avec deux périodes creuses qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle et qui sont dues en fait à des retraits de fonds, à une diminution de la recherche. Pourquoi parce que les chercheurs en intelligence artificielle ont créé beaucoup d'espoir à différents moments dans les années 60 puis dans les années 80 en promettant de réaliser des machines vraiment intelligentes avec énormément de capacités, ce qui a suscité beaucoup d'engouement et apporté des fonds, donc des périodes vraiment de forte recherche sur le sujet. Puis cet engouement a été suivi de certaines désillusions et du coup de moments un peu d'hiver, voilà, de retrait un peu des fonds sur cette recherche en intelligence artificielle qui fait qu'on a des moments d'engouement et des creux. Et donc aujourd'hui, on est sur une nouvelle tendance assez enthousiaste sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a de nouvelles capacités techniques qui permettent d'aller plus loin par rapport à ce qu'on pouvait faire dans les périodes précédentes, avec des capacités de calcul qui sont grandement améliorées et à des coûts qui diminuent. Et également des bases de données disponibles qui permettent d'entraîner des intelligences artificielles et d'aller plus loin dans leur développement. Donc aujourd'hui, les développements de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement donc les réseaux de neurones et le deep learning. Donc je ne vais pas rentrer dans une explication très précise, je ne suis pas ingénieure en intelligence artificielle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on a différentes couches de neurones, qui sont des opérations informatiques qui permettent de traiter donc une information qui arrive en entrée. Donc ici on a une image
qui pour une machine est en fait un ensemble de pixels, de points, de couleurs. Et donc les différentes couches de neurones vont traiter cette information pour, dans un premier temps, on voit reconnaître des traits, des zones de couleurs, d'ombre. Dans un deuxième temps, recomposer un peu ces traits en voix, des yeux, des nez, des bouches, et in fine, réussir à identifier donc, dans cette image un visage et aller potentiellement jusqu'à identifier la personne, donc ici, ça. Donc voilà un peu sur quoi aujourd'hui se base l'intelligence artificielle, donc sur des couches comme ça de neurones qui arrivent à traiter l'information et à comprendre ce qu'il y a sur une information qu'on leur donne en entrée, une image, et à la fin, la machine est capable de comprendre ce qu'il y a sur cette image, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente, et avec un processus d'apprentissage qui fait que la machine s'améliore plus elle pratique, plus elle reconnaît de choses, plus elle sera performante dans ses capacités. Donc aujourd'hui, on voit que grâce au deep learning, on fait vraiment des progrès exponentiels sur la reconnaissance d'images, comme je vous montrais, et sur la reconnaissance vocale. Donc on voit très bien sur ces graphiques que l'introduction des techniques de deep learning ont permis de diminuer énormément les taux d'erreur d'une machine pour arriver à rivaliser avec l'humain, et ce en 4-5 ans, donc c'est quand même assez incroyable. Donc aujourd'hui la question c'est, et demain jusqu'où va-t-on aller? Certains parlent de point de singularité, donc qui est le point où la machine va complètement rivaliser avec l'intelligence humaine et même la dépasser, et où finalement l'innovation ne pourra venir plus que de la machine et pas de l'humain, celui-ci sera complètement dépassé. Donc je vous rassure, ou pas, mais aucun des chercheurs que nous avons vus ne pense que ce soit vraiment atteignable dans un temps rapide. Et il y a encore énormément de contraintes techniques et même de défis scientifiques à relever pour arriver à une machine qui réussirait à complètement dépasser l'intelligence humaine. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur le développement petit à petit de fonctionnalités. Donc là, la reconnaissance d'image, la reconnaissance vocale. Voilà, on monte petit à petit sur certaines compétences. On n'a pas une machine qui est capable de tout faire et de rivaliser avec une intelligence humaine. Et donc aujourd'hui, on voit les applications concrètes de ces avancées grâce au deep learning avec, par exemple, les assistants personnels que chacun a plus ou moins sur son smartphone, avec Siri ou Google Now, par exemple, qui font de la reconnaissance vocale, et avec une amélioration qu'on a vraiment pu constater sur les dernières années. On a aussi sur Facebook de la reconnaissance d'images, donc c'est quelque chose qui n'est pas disponible en France, mais aux États-Unis, Facebook peut pré-identifier les personnes qui sont présentes sur une photo. Et enfin la voiture autonome, qui est quand même voilà, une innovation qu'on attend, on sait que ça va arriver dans les années à venir, assez proche, et que c'est pourtant quelque chose qu'on avait encore du mal à imaginer il y a 5 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose d'opérationnel qui avance et qui permet d'avoir des nouvelles ambitions économiques. Donc c'est ce dont on va traiter maintenant. Donc économiquement, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Donc aujourd'hui, on voit quand même une certaine domination des acteurs américains et asiatiques sur la recherche en intelligence artificielle, avec donc un certain nombre de brevets déposés, comme vous pouvez voir sur ce graphique. Donc on a des acteurs qui se placent, mais cela ne veut pas dire que la recherche échappe complètement. Pas du tout. En intelligence artificielle, aujourd'hui, la recherche est extrêmement ouverte. Les chercheurs collaborent, public, privé, pour avancer et aller plus loin ensemble. Aujourd'hui, la stratégie des entreprises n'est pas, pour l'instant, de refermer leurs outils pour en tirer une certaine rentabilité. Pour l'instant, on est encore
dans une séquence de recherche, d'avancée, où les choses sont assez ouvertes, et où il est possible de collaborer, et où le jeu n'est vraiment pas encore joué. Pourquoi ce jeu n'est pas encore ouvert, il n'était pas complètement pas encore déterminé. Tout simplement parce que pour développer l'intelligence artificielle, pour l'intégrer dans un process, on a besoin de 3 choses. Des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est disponible en open source. Vous pouvez aller sur GitHub, par exemple, qui est une plateforme collaborative où les développeurs travaillent ensemble sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a notamment l'algorithme de Google qui s'appelle TensorFlow, qui est disponible et accessible. Vous pouvez aller jeter un œil si vous le souhaitez. Alors, bien sûr, ça reste d'une accessibilité limitée. Il faut quand même savoir comprendre l'algorithme. Mais pour quelqu'un qui s'y intéresse, c'est accessible, c'est possible. Donc, on a des algorithmes. Ensuite, on a les bases de données. Donc ça, c'est une question. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'une énorme base de données pour développer une intelligence artificielle? Alors, oui, en partie. Pour développer de nouvelles compétences, pour nourrir la recherche, on a besoin de grandes masses pour pouvoir entraîner les intelligences artificielles et ouvrir de nouveaux horizons. Donc ça, c'est effectivement plutôt réservé à des acteurs dominants du numérique. Mais on n'a pas besoin que de ça, si je puis dire, c'est-à-dire que pour des applications assez précises, concrètes, pour intégrer un outil d'intelligence artificielle dans une organisation, on a besoin de données plutôt précises, relatives à cette organisation, à son travail, à ce qu'elle fait, pour entraîner l'intelligence artificielle sur ce cas particulier, mais on n'a pas nécessairement besoin d'une masse importante qui paraît inatteignable. Enfin, dernière composante nécessaire pour développer l'intelligence artificielle, c'est la capacité de calcul. Et donc aujourd'hui, comme je disais, grâce au cloud et aux serveurs en ligne, on peut avoir accès à des coûts assez raisonnables, à des capacités de calcul suffisantes. Donc 2 exemples un peu concrets pour vous montrer que ce jeu est vraiment ouvert et qu'aujourd'hui il est possible d'intégrer des outils d'intelligence artificielle à une organisation, à une entreprise. Donc l'exemple d'un fermier japonais qui a entraîné une intelligence artificielle pour calibrer, pour le calibrage des concombres. Donc il est un producteur de concombres et il doit trier les bons et les mauvais concombres, j'imagine. Et donc, tout en faisant ça à la main, il a entraîné une machine. Donc, je crois que c'est basé sur l'algorithme de Google TensorFlow dont je vous parlais. Il y a des documents consultables sur Internet, et n'hésitez pas à aller voir. Et donc, on voit effectivement la machine qui est aujourd'hui capable, qui a appris, à partir de ce que lui montrait le fermier, à reconnaître et à trier les concombres. On peut imaginer que pour ce fermier, c'est un vrai avancé qu'il a gagné probablement en temps et en qualité de travail grâce à finalement cet investissement assez faible, puisque l'algorithme est disponible en ligne. Ensuite, on a aussi l'exemple d'un ingénieur français qui est installé en Californie, qui a créé une machine capable d'arbitrer un match de tennis. Donc, la machine est équipée de capteurs d'images qui filment le match, et l'intelligence artificielle est entraînée à reconnaître une balle et à déterminer si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain. Donc c'est intéressant de voir comment on peut s'emparer de ces outils de manière assez autonome et libre et à un coût assez faible. Donc aujourd'hui, les défis qu'on voit d'un point de vue économique, c'est vraiment d'inciter les entreprises à intégrer les outils d'intelligence artificielle dans leur fonctionnement, à réfléchir à comment ça va venir les aider, compléter le travail humain, on va y revenir. L'enjeu, c'est bien sûr que nos entreprises se positionnent
sur ces technologies-là s'intéresse, intègre, travaille là-dessus pour, bien sûr, pour proposer des biens et des services de meilleure qualité, potentiellement à un prix plus faible, mais surtout pour que dans la compétition internationale aussi, nous ayons des entreprises capables de rivaliser avec leurs concurrents étrangers. Donc ça, c'est intégrer les outils d'intelligence artificielle dans les entreprises, mais il y a aussi la question de développer une industrie de l'intelligence artificielle autonome pour pas que nos entreprises soient complètement dépendantes d'acteurs étrangers. L'intelligence artificielle est une nouvelle vague d'innovation numérique et donc l'objectif est de se placer sur cette vague d'innovation pour créer des entreprises européennes, françaises, leaders sur ce marché-là et ne pas être dépendant d'entreprises étrangères comme ça a pu être le cas sur les vagues précédentes d'innovation numérique. Donc voilà pour cette première partie économique, disons. Donc je peux répondre à quelques questions. En attendant, c'est juste un réglage technique. Ah d'accord. Ah, je vais mettre sur le micro. Ouais. Matière et où finalement qui est aujourd'hui directeur du laboratoire en intelligence artificielle de Facebook qui a été installé à Paris. Donc la faiblesse qu'on voyait sur les graphiques est vraiment donc, une question de brevet. Alors pourquoi probablement parce que c'est un sujet sur lequel on a mis plus de temps à s'investir. Mais voilà, l'important c'est bien de voir qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, le jeu est encore ouvert et il est important de s'investir sur le sujet. Ensuite, il y a probablement aussi une question de fonds, de financement de la recherche, avec donc, des entreprises, des géants du numérique qu'on connaît, les GAFA, Google, Apple, qui investissent ce champ de recherche et qui donc mettent beaucoup de fonds là-dessus, ce qui n'est pas encore forcément le cas au niveau européen. Mais voilà, ce qui est important de retenir, comme je disais, c'est que c'est encore quelque chose d'ouvert sur lequel on peut progresser. De Patrick. Ouais. Alors, la question de Patrick, quels sont les types de compétences pour travailler dans ce secteur, métier à court terme? Ça, j'allais un petit peu y revenir dans la deuxième partie. Mais globalement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes. Donc, il faut apprendre à développer, à coder. Il y a aussi tout un plan de traitement de la donnée. Vous avez pu voir potentiellement beaucoup d'emplois créés autour du big data, donc les data scientists, ce genre de domaines qui se développent et qui sont en fait sous-jacents à l'intelligence artificielle. Maintenant, en termes de formation, on n'a pas forcément regardé, mais donc, il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui se penchent sur le sujet. Et donc c'est de l'algorithme du développement du code. Ce sont les métiers qui sont derrière l'intelligence artificielle. Alors, une question de Gilles. Dans l'application de l'intelligence artificielle pour les personnes handicapées. Donc, l'application de l'intelligence artificielle pour les personnes handicapées. Alors, effectivement, on voit des avancées dans la recherche sur... alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on... personnes handicapées, il y a différentes choses. Qui peuvent être traitées. C'est pas forcément un sujet sur qu'on a exploré vraiment. On n'a pas forcément regardé par secteur quelles étaient les avancées. Après, donc c'est un travail qu'il y a à faire et il faut voir sectoriellement ce qu'il est possible de faire. Alors, une question de Laetitia. Le domaine où il y a le plus d'avancées dans l'intelligence artificielle, donc j'imagine que c'est aussi une question sectorielle, dans quel secteur on peut voir les premières retombées.
Là, on voit énormément, ce qu'on voit pointer du doigt, c'est bien sûr, donc, ce que je disais sur le véhicule autonome, où voilà, on sait qu'il y a un vrai engouement, des vrais produits derrière qui sont en train de la développer. Ensuite, il y a beaucoup sur le service après-vente, par exemple, avec tout ce qui est chatbot sur Internet, donc, où vous vous connectez sur un site Internet et vous avez un assistant chat qui s'ouvre, vous pouvez poser des questions, donc que ce soit du service avant-vente ou après-vente pour orienter les clients. Donc l'intelligence artificielle permet de traiter les cas les plus simples, disons, pour orienter le client. On a aussi des avancées qui commencent à se voir dans la médecine et les domaines juridiques. Mais je vais y revenir un petit peu après aussi pour vous montrer comment l'intelligence artificielle peut intégrer le travail humain. C'est bon ? Ok, bon, on va continuer donc sur la deuxième partie. J'espère que le son est mieux. Voilà. Donc l'IA est-elle une menace pour l'humain ? Donc bien sûr, on va pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un peu écarté la question de est-ce que l'IA va venir complètement surpasser l'humain. Voilà, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Donc la menace qu'on évoque ici, c'est plutôt sur le travail humain. Et donc bien sûr, la grande question, c'est quel est l'impact sur les emplois. Donc comme toute innovation, l'intelligence artificielle aura à la fois un impact en termes de destruction et de création. Donc sur la destruction, on a déjà un certain nombre de travaux qui ont été menés sur l'impact de l'automatisation sur les emplois. Donc il y a tout un champ de recherche qui a été développé. Vous pouvez regarder dans le rapport, on fait un état un peu de tout ce qui existe. Donc l'intelligence artificielle permet d'aller est un sous-champ d'automatisation. Ça permet d'envisager d'automatiser de nouvelles tâches qu'on n'envisageait pas avant. Donc les études qui existent aujourd'hui sont sur une automatisation plus large que simplement l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle de nouveau dans les potentielles automatisations de tâches? C'est que les machines arrivent aujourd'hui à réaliser des tâches qu'on n'imaginait pas accessibles à des machines avant l'intelligence artificielle. Par exemple, conduire un véhicule, cela paraissait difficilement envisageable. Aujourd'hui, on sait que ça va arriver. Également sur la traduction, par exemple, on peut imaginer qu'on a aujourd'hui des robots qui vont venir traduire des textes. Aujourd'hui, on voit par exemple sur YouTube déjà une première traduction automatique qui a été mise en place. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est pas parfait. C'est un sous-titrage, je crois que c'est pas une traduction. Et du coup, on a vraiment une reconnaissance vocale de ce qui est dit. Et voilà, ça permet donc... donc aujourd'hui, on voit que des champs qui on ne pensait pas qui pouvaient être automatisés, avec l'intelligence artificielle, on élargit un peu le champ de ce qui peut être automatisable. Alors, ce qui ne veut pas dire que parce que c'est possible, ça va se faire. Donc ça, je vous renvoie à des travaux qui ont été faits à France Stratégie sur la robotisation. Donc entre ce qui est possible et ce qui est fait aussi, il y a une marge. Donc ça, c'est sur le côté destruction. Voilà. Donc, il va y avoir des choses qui vont changer. Mais on a aussi le côté création. Donc toute nouvelle vague d'innovation ramène de la création d'emplois. Donc autant des emplois très liés à cette innovation. Donc c'est un peu ce que je disais sur les emplois liés à l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est développement. On parle de managers d'intelligence artificielle qui vont venir entraîner les intelligences artificielles pour des applications spécifiques au sein d'une entreprise. Voilà, et il va falloir vraiment intégrer l'outil pour qu'il réponde parfaitement à ce qu'on lui demande de faire, et ça ne se fait pas tout seul. Donc là, on va avoir besoin de personnes qui vont accompagner cette intégration et la suivre dans le temps, parce qu'une intelligence artificielle est évolutive. Je vous disais, ça apprend,
Et donc c'est important de suivre ce qu'elle apprend, pas pour éviter les dérives qui ont pu exister. Enfin, on sait que c'est possible. Donc des managers d'intelligence artificielle et aussi tout ce qui est autour du traitement de la donnée, donc ce que je disais, le big data. Pour entraîner une intelligence artificielle, on a besoin de données et ces données doivent être un peu triées, elles doivent avoir un certain niveau de qualité. Donc là aussi, on a des créations d'emplois potentielles. Après, il y a aussi tous les emplois un peu indirects qui vont être créés, des nouvelles activités qu'on a du mal à anticiper aujourd'hui, qu'on n'imagine pas forcément. Voilà, est-ce qu'avec le développement du véhicule autonome, cela va être accompagné de création d'emplois pour la maintenance de ces véhicules, peut-être, voilà, on ne sait pas, mais probablement qu'il va y avoir de nouveaux emplois qui vont être créés et qu'on n'imagine pas aujourd'hui. La question est bien sûr de savoir si on aura une création ou une destruction nette d'emplois. Bon, aujourd'hui, la réponse n'est pas faite. Si on se base sur les expériences passées, les innovations ont plutôt été créatrices d'emplois. Voilà. Donc, il faudra voir sur l'intelligence artificielle comment les choses se passent. Mais le point le plus important, c'est surtout d'être conscient des transformations que ça va amener, parce que c'est vraiment là-dessus que ça risque d'être un bouleversement assez important en fait. C'est que finalement l'intelligence artificielle peut venir et être une aide dans quasiment la totalité des métiers. Voilà, elle peut venir apporter quelque chose, une assistance aux travailleurs. Et donc, il va falloir... donc, ces métiers vont être transformés et du coup, il va falloir que le travail humain se repositionne un peu sur les tâches où il a une vraie valeur ajoutée. Et ces tâches, ce sera essentiellement donc, les tâches relationnelles, où il y a de l'affectif, du corporel qui entre en jeu, et également les tâches qui demandent une certaine créativité. Donc, il y a une transformation des emplois qui vont... sans disparaître, ils vont probablement se réorienter vers ce type de tâches qui sont plus spécifiques à l'être humain et sur lesquelles l'intelligence artificielle ne vient pas rivaliser avec l'humain. Et donc cette transformation, il va falloir l'accompagner pour travailler sur l'acceptabilité de l'intelligence artificielle et pour que la cohabitation et la complémentarité humain-machine se fasse dans les meilleures conditions. Pourquoi ? Parce que c'est bien s'il y a complémentarité qu'on tire le meilleur de l'intelligence artificielle. Donc il y a une vraie incitation à aller sur cette voie-là et non pas sur une aliénation de l'humain sous l'intelligence artificielle. L'idée n'est pas que l'intelligence artificielle donne un ordre et que l'humain exécute. Ici, on voit donc sur l'exemple de diagnostics médicaux, on voit bien que le taux d'erreur chute considérablement lorsque l'humain et la machine travaillent ensemble. Et donc c'est bien ce vers quoi il faut aller. Donc là, on voit le métier de médecin qui pourra considérablement évoluer. Ça peut être également le cas dans les domaines juridiques, donc je disais concernant les secteurs, où on voit que les intelligences artificielles permettent d'établir des premiers diagnostics, des premiers traitements de dossiers qui permettent à l'humain d'aller plus vite et peut-être d'être plus précis sur ces traitements et d'améliorer considérablement le traitement du dossier. Et donc il faut vraiment travailler à la complémentarité et du travail humain et du travail de la machine et être prudent dans l'intégration de ces outils pour bien qu'on aille vers une augmentation de l'humain et c'est ce vers quoi on ira naturellement, je pense, puisque c'est vraiment là qu'on a les meilleurs résultats et la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc c'est un peu les défis qui se posent à nous aujourd'hui d'un point de vue social, c'est comment on intègre cette intelligence artificielle pour en tirer le meilleur et pour avoir une vraie complémentarité avec l'humain. Donc c'est travailler sur la transparence de ces outils pour que les gens comprennent comment ils fonctionnent. Alors l'objectif n'est pas qu'on devienne tous développeurs d'intelligence artificielle, loin de là, mais qu'on comprenne ce qui se passe pour ne pas qu'on garde une certaine autonomie vis-à-vis de ces outils et une certaine critique vis-à-vis de ces outils
pour ne pas être vraiment soumis à leurs décisions. Donc travailler sur la transparence pour comprendre ces outils, travailler sur la gouvernance. Voilà, comme je le disais, une intelligence artificielle, elle évolue et donc c'est important au sein d'une entreprise, d'une organisation, qu'elle soit maîtrisée, qu'on sache quelles sont les données qui rentrent dans l'intelligence artificielle pour l'améliorer ou la faire intervenir sur un certain nombre de tâches, pour qu'elle vienne aider l'humain dans la réalisation de son travail. Donc il est important d'avoir une gouvernance bien définie pour savoir où on va, pour que les travailleurs sachent où ils vont et pour qu'ils puissent envisager cette collaboration au mieux. Et enfin, pour faciliter cette intégration et pour qu'elle se fasse au mieux, bien sûr tout ça passe par la formation. Donc comme je le disais, autant pour la compréhension du fonctionnement d'une intelligence artificielle que pour la valorisation du travail humain vers des tâches qui paraîtront peut-être plus nobles, avec une plus forte valeur ajoutée, qui sont donc plutôt autour des compétences relationnelles et créatives, et aussi critiques vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Voilà donc pour la partie un peu impacts sociaux et sur le monde du travail. Donc place au deuxième rang de questions. Alors, des travaux sur l'intelligence artificielle en lien avec le numérique. Donc question de Jean-Christophe, existe-t-il des travaux sur l'intelligence artificielle et les formations en lien avec le numérique? Des travaux sur le numérique, sur l'intelligence artificielle. Les formations, les travaux sur les formations, c'est ce que je vous disais, c'est des formations qui sont en train de se développer. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de master, aussi peut-être y en avoir, mais il faut regarder donc, sur les formations en informatique, il y a des spécialisations en intelligence artificielle et ce vers quoi on peut aller dans ce domaine-là. Alors, une autre question de Jean-Christophe, des évolutions dans le domaine juridique. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle pose des questions du point de vue juridique sur la responsabilité des décisions que peut prendre la machine. Donc, c'est bien l'idée, c'est que l'humain reste à la fin décisionnaire et pas complètement soumis à la décision de la machine. Et donc, il y a effectivement des travaux. Donc, pour ça, je vous recommande de regarder le rapport du Parlement européen qui a été fait par Madi Delvaux, donc qui travaille aussi sur la question de la responsabilité du robot et de comment on fait évoluer le droit dans ce cadre-là. Alors, une question de Michel sur la participation de la société civile. J'imagine dans le développement de l'intelligence artificielle et dans son encadrement. Alors aujourd'hui justement les premiers travaux qui ont été menés sur la stratégie nationale en intelligence artificielle, donc c'était un peu pour ouvrir le sujet et voir quelles étaient les problématiques qui pouvaient émerger. Donc nous on a consulté de manière assez large autant d'entrepreneurs mais aussi les syndicats de travailleurs pour voir les sujets, les enjeux qui remontaient. Les travaux ne sont pas finis sur l'intelligence artificielle, donc ça va être poursuivi. Cela dépend un peu des politiques, des choix du prochain gouvernement sur le sujet, mais on porte donc déjà des propositions, il faudra que ce soit validé par les décideurs, par le gouvernement, mais pour ouvrir la concertation et ouvrir le sujet plus largement auprès de la société civile. Le but de ces travaux et aussi de la webconférence d'aujourd'hui, c'est justement que ces sujets infusent dans la société et qu'on s'en saisisse, qu'on se pose la question, qu'on se dise, demain, comment on veut que les choses fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment le premier pas vers ça et c'est bien ce vers quoi on veut aller.
une prise de conscience de tous, dans le domaine personnel comme privé, de ce que peut faire l'intelligence artificielle et de comment cela doit se développer. Puis il y a eu beaucoup de questions sur le rapport entre l'automatisation. Voilà, et donc bien sûr, beaucoup de questions donc, sur le lien entre l'intelligence artificielle, l'automatisation et les pertes d'emploi. Donc là, c'est effectivement, c'est les questions majeures. Donc là, il faut voir que c'est un travail de 2 mois qu'on a fait, où on avait beaucoup de champs à explorer. Et donc on souhaite aussi aller plus loin sur ce champ, de voir quels impacts de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Donc ça fait partie des travaux qu'on aimerait mener dans les mois à venir. Bien sûr, ça soulève des craintes et c'est assez logique. Après, il faut voir les études qui ont été faites. Mais alors, les études et les chiffres qui ont pu circuler, notamment l'étude de Frey Osborne, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, qui évoquait un pourcentage d'emplois énorme touché par l'automatisation. Il faut voir que c'était seulement le côté un peu négatif de l'automatisation et qu'ils ne regardaient pas tout ce qui allait être créé. Donc il faut voir que les choses vont, et ça va changer, ça va transformer les métiers. L'important c'est d'y être préparé et de se former, mais ça ne va pas détruire l'ensemble des emplois, on ne va pas être tous remplacés par l'intelligence artificielle. Donc une question de Véronique sur comment sensibiliser les entreprises sans les effrayer. Je pense que je ne sais pas si je vous ai effrayé, c'était pas le but. Aujourd'hui, il faut bien voir que l'intelligence artificielle ne remplace pas complètement le travail d'un humain. Il vient vraiment en appui de ce travail pour le faciliter, le rendre potentiellement un peu plus précis. Mais il n'y a pas c'est pas la machine qui prend la décision à la fin, par exemple sur le diagnostic. On ne va pas s'en remettre au diagnostic de la machine pour nous prescrire des médicaments loin de là. Donc pour moi, les entreprises ont vraiment intérêt à se renseigner sur l'intelligence artificielle et sur ce qu'elle sait faire, mais aussi sur ce qu'elle ne sait pas faire, pour voir qu'est-ce qui est intégrable dans leur travail au quotidien, et comment elle peut améliorer le travail des employés, potentiellement en enlevant une charge de travail qui peut paraître fastidieuse pour les travailleurs. Véronique dit qu'elle n'est pas effrayée mais émerveillée. Ah bon, Véronique est émerveillée, ça me rassure. Donc voilà, je pense que ces travaux sont là, comme je vous disais, pour sensibiliser au sujet et que les gens se rendent compte de ce qui se fait, de ce qu'il est possible de faire. Maintenant, il y aura des réactions toujours dans les deux sens. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'aller vers une vulgarisation un peu de ces outils pour en imaginer l'utilisation au quotidien et voir les innovations qui pourraient améliorer nos vies. Il y a Jean-Jacques qui demande le lien entre l'éducation et l'intelligence artificielle. Et je pense que tu pourrais parler de l'atelier que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, donc, il y a une question de Jean-Jacques sur le lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation. Donc effectivement, pendant nos travaux, nous avons à un moment donné organisé des ateliers collaboratifs donc avec des étudiants pour qu'ils viennent envisager leur métier de demain en ayant conscience de ce que c'est faire l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc on avait voulu organiser ça autour de 3 disciplines, l'éducation, la médecine et le droit. Donc finalement ça n'a été qu'autour de l'éducation et de la médecine. Éducation et droit, pardon. Et donc l'intérêt de travailler avec des étudiants, c'était qu'ils n'étaient pas forcément, n'avaient pas forcément les blocages que peuvent avoir des professionnels aujourd'hui pour travailler avec une intelligence artificielle. Et donc il est ressorti de cet atelier, ce que je disais, beaucoup d'attentes sur une complémentarité entre la machine et l'humain, avec des traitements de tâches un peu fastidieuses qui pourraient être faites par la machine, comme du classement d'informations,
de la veille potentiellement sur des sujets, par exemple sur les juristes, c'est sur la jurisprudence, sur un dossier. Et donc sur l'éducation, il y a eu également des travaux sur comment intégrer ces outils d'intelligence artificielle dans l'éducation et sur comment ça peut permettre de mieux adapter les formations aux élèves, aux spécificités de chaque élève. Comment on peut, grâce à l'intelligence artificielle, suivre vraiment le parcours d'un élève et voir où est-ce qu'il a besoin d'être appuyé, d'avoir potentiellement l'aide renforcée d'un adulte, d'un professeur, et où est-ce que par contre les compétences sont acquises et donc on peut passer potentiellement à l'étape suivante. Et on sait aussi que selon les individus, les méthodes d'apprentissage ne sont pas les mêmes, donc aussi de pouvoir mieux faire des exercices appropriés en fonction de chaque élève et de sa manière d'apprendre. Donc il y a beaucoup de possibilités dans le domaine de l'éducation et qui permettraient essentiellement de dégager du temps aux professeurs pour venir vraiment travailler avec les élèves et avoir une plus-value qui pourrait être intéressante à la fois pour l'élève et pour le professeur. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel l'intelligence artificielle peut avoir des effets intéressants et valorisants. Et le compte rendu est en ligne. Et le compte rendu des ateliers est en ligne sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On est arrivé à la fin. Bon, on est arrivé à la fin de cette webconférence. J'espère que ça a été intéressant. J'imagine que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Mais donc n'hésitez pas à aller consulter le rapport, que ce soit la partie réalisée par France Stratégie et le Conseil national du numérique ou le rapport complet publié par le gouvernement. Et tous les rapports qui existent sur le sujet. L'objectif était vraiment de vous sensibiliser aux enjeux et que vous puissiez aller plus loin ensuite et que vous puissiez voir quels sont ce qui peut vous intéresser à votre niveau. Il y a aussi énormément d'événements qui ont lieu sur l'intelligence artificielle, donc je vous invite à suivre un peu l'actualité pour aller plus loin sur le sujet. Voilà. Et la présentation sera envoyée. Et la présentation sera disponible en ligne également, vous pouvez revenir dessus. Voilà. Inscrivez-vous à la chaîne. Et inscrivez-vous à la chaîne France Stratégie. Pour les prochains webinaires. Pour les prochains webinaires, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir, bonne journée.